L'Iran a découvert une arme plus puissante que tout missile, capable de forcer près de 60 millions de personnes à supplier la fin de la guerre. Cette arme, c'est la soif. La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, débutée le 28 février, a déjà touché des raffineries, des aéroports, des centres de données, des hôtels de luxe et des bases militaires dans le Golfe. La plupart des reportages ont porté sur le pétrole, car c'est ce qui rend le Golfe célèbre. C'est ce qui affole les marchés et la crise pour laquelle chacun a un plan en tête. Le prix du pétrole grimpe, les marchés bougent, les gouvernements utilisent les réserves stratégiques, et la vie suit son cours. Mais le 8 mars au matin, un événement inédit survient. Un drone iranien a frappé une usine de dessalement à Bahreïn. C'était la première attaque confirmée visant directement une infrastructure d'eau depuis le début de cette guerre. Contrairement à une raffinerie de pétrole, il n'existe aucune réserve stratégique, ni marché à terme pour l'eau. Il n'existe aucun cadre international pour gérer ce qui se passe lorsque les robinets sont à sec. Il n'y a que la panique et la mort. Le véritable talon d'Achille du Golfe n'a jamais été le pétrole, ça a toujours été l'eau. La péninsule arabique est l'une des régions les plus arides au monde, avec très peu de précipitations, et aucun grand fleuve en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar ou à Bahreïn. Les aquifères qui existent ont été pompés pendant des décennies, à des rythmes bien supérieurs à leur vitesse de recharge naturelle, et la plupart d'entre eux sont aujourd'hui gravement épuisés. Avec l'arrivée de la richesse pétrolière dans les années 1970, les États du Golfe ont consacré une part immense de cette richesse pour résoudre un problème inédit pour la plupart des pays. Comment obtenir de l'eau potable lorsqu'il n'y en a fondamentalement pas ? La réponse était le dessalement. Prenez de l'eau de mer du Golfe Persique. Dessalez-la dans de grandes installations industrielles, puis distribuez-la aux habitants. En 50 ans, ces pays ont créé l'un des réseaux hydrauliques les plus ambitieux de l'histoire, selon une étude de 2023 du Centre arabe de Washington, D.C. Les États membres du Conseil de coopération du Golfe représentent environ 60% de la capacité mondiale de dessalement de l'eau, produisant près de 40% de toute l'eau dessalée dans le monde. Plus de 400 usines sur la côte du Golfe arabique, des Émirats arabes unis au Koweït, permettent à des dizaines de millions de personnes de survivre. Michael Christopher Lowe, directeur du Centre du Moyen-Orient à l'Université de l'Utah, qualifie ces pays de royaumes de l'eau salée, des superpuissances aquatiques créées par l'homme grâce aux énergies fossiles, ayant transformé un littoral très aride en civilisation. Le Koweït obtient 90% de son eau potable grâce au dessalement, Oman, 86%, l'Arabie Saoudite, 70%, Bahreïn, où ce drone vient de frapper, possède 103 usines de dessalement et pratiquement aucun aquifère naturel. C'est une nation insulaire, sans autre recours. Le Qatar et les Émirats arabes unis dépendent presque entièrement du dessalement pour l'usage urbain, surtout dans des villes comme Dubaï. En dehors du dessalement, ces nations n'ont aucun plan de secours en cas de sécheresse. Pas un seul. Toute la chaîne d'approvisionnement en eau, d'une des régions les plus peuplées et à forte croissance, traverse quelques centaines d'installations industrielles côtières, désormais situées en zone de guerre active. Tout le monde paniquait à l'idée que l'Iran puisse frapper le Burj Khalifa. Mais ce drone s'est posé à 20 km d'une cible qui permet à 3 millions de personnes de survivre. C'est protégé à peu près comme votre mairie locale. Certes, le drone n'a pas touché le complexe de dessalement. Mais si l'Iran peut frapper des bases américaines et des radars valant des milliards, viser une usine de dessalement plutôt qu'un port n'est pas vraiment difficile. À la même période, le Fujairah F1 des Émirats arabes unis, un complexe électricité-eau sur la côte Est, a subi des dégâts. Selon le Boston Globe et The Conversation, les dégâts venaient de frappes sur un port voisin ou de débris de drones interceptés. Il ne s'agissait donc pas d'une frappe directe délibérée sur l'usine de traitement de l'eau. Pourtant, l'installation a été affectée. La même chose s'est produite au Koweït également. Des débris provenant d'un drone intercepté ont provoqué un incendie à l'usine de dessalement de Doha Ouest. 3 incidents lors des 4 premiers jours de guerre, tous proches ou sur des infrastructures hydrauliques, sans intention claire. Mais ensuite, le 7 mars, le ministre iranien des Affaires étrangères a publié sur X en affirmant qu'une frappe aérienne américaine avait touché une usine de dessalement sur l'île de Keshm, dans le détroit d'Ormuz, ce qui a ensuite coupé l'approvisionnement en eau de 30 villages. Il a qualifié cela de crime flagrant et désespéré, et averti que cibler les infrastructures de l'Iran aurait de graves conséquences. Il a clairement dit que ce sont les États-Unis, pas l'Iran, qui ont créé ce précédent, ce que le commandement central américain a démenti. Même une note communautaire a été ajoutée, confirmant qu'il n'y avait aucune vérification indépendante de la part d'un média international ou d'une organisation de surveillance. On ignore si la frappe a eu lieu, mais l'important était l'annonce de l'Iran. Si vous touchez à notre eau, nous toucherons à la vôtre. Le lendemain,
un drone a frappé une usine de dessalement à Bahreïn, confirmé par le ministère de l'Intérieur. AP, Al Jazeera et Gulf News l'ont évoqué. L'autorité de l'eau de Bahreïn a confirmé le maintien de l'approvisionnement, sans préciser l'usine concernée, ni l'ampleur des dégâts. Il y a près de 20 ans, la CIA avait averti que perturber les installations de dessalement dans la plupart des pays arabes aurait des conséquences plus graves que la perte de toute autre industrie ou marchandise. L'Iran vient de franchir cette limite. Discutons de ses potentielles prochaines cibles. La vulnérabilité la plus concentrée de toute la région est probablement cette usine appelée Jubail. Située côté saoudien du golfe Persique, cette installation alimente Riyad via un pipeline unique d'environ 500 km. Ce pipeline transporte plus de 90% de l'eau potable de la capitale saoudienne. En 2008, un câble diplomatique américain classifié de l'ambassade à Riyad, publié plus tard par Wikileaks, avertissait que Riyad devrait être évacué sous une semaine si l'usine, ses pipelines ou les infrastructures électriques étaient gravement endommagées ou détruites, et aller encore plus loin. Le câble affirmait clairement que la structure actuelle du gouvernement saoudien ne pourrait pas exister sans l'usine de dessalement de Jubail. Certes, l'Arabie saoudite a investi dans la redondance depuis ce câble de 2008, mais elle a aussi ajouté plus de 14 millions de personnes à sa population pendant la même période. Et il n'y a aucun moyen sur cette planète de protéger adéquatement un pipeline de 500 km contre un adversaire disposant de l'arsenal de missiles et de drones de l'Iran. Ensuite, il y a le Qatar, une petite péninsule avec presque pas d'eau souterraine et aucun fleuve. Jusqu'à récemment, le pays ne disposait que de 3 jours de réserve d'eau. C'était toute la réserve nationale si les usines de dessalement s'arrêtaient. 3 jours. Le Qatar a investi 4 milliards de dollars dans le plus grand projet mondial de stockage d'eau. 15 énormes réservoirs en béton reliés par 650 km de canalisation. Ils ont construit tout cela juste pour ajouter 4 jours de plus. Le Qatar n'a maintenant que 7 jours de réserve. C'est le maximum qu'ils ont pu atteindre. Comparé aux autres, les Émirats arabes unis ont fait nettement mieux. Selon Nazir Al-Sayed, chercheur environnemental spécialisé dans les États du Golfe, les Émirats arabes unis disposent d'environ 45 jours de réserve d'eau dans leur stratégie de sécurité hydrique pour 2036. Cela semble rassurant, jusqu'à ce que l'on se rappelle que les Émirats arabes unis ont intercepté 113 des 117 drones en une seule journée, rien que pendant la 2e semaine des combats. Les 4 autres sont tombés dans le pays. Et il suffira d'un seul missile ou d'un drone pour déclencher la guerre de l'eau la plus catastrophique du XXIe siècle. Enfin, il y a les petits États, Bahreïn et Koweït, qui sont les plus exposés. Ils disposent de réserves stratégiques minimales et seraient les premiers à ressentir les effets d'une perturbation prolongée. Bahreïn est une île sans autre source d'eau, et son seul secours est un pipeline d'eau venant d'Arabie Saoudite. Si les usines de dessalement tombent en panne et que ce pipeline est coupé, Bahreïn n'a qu'une seule option, l'évacuation totale. Et c'est ce qui rend une attaque contre l'eau fondamentalement différente d'une attaque contre le pétrole. Une raffinerie hors service est un problème économique. Ça fait mal, mais ça ne tue pas les gens. L'eau, si. Il faut aussi se rappeler que le pays qui tire sur ces usines n'a aucune raison réelle de craindre que la même chose lui arrive, car l'Iran n'obtient qu'environ 3% de son eau par dessalement. Cela ne signifie pas que l'Iran regorge d'eau. L'Iran en manque déjà et tient difficilement. Le lac d'Oroumieh, autrefois le plus grand du Moyen-Orient, a presque disparu selon des images satellites récentes de la NASA. Le lac a perdu près de 90% de son volume et n'est aujourd'hui, pour l'essentiel, qu'une plaine salée. Une analyse du CSIS de février 2026, utilisant des images satellites, a également révélé que 4 des 5 principaux réservoirs de Téhéran ont connu de fortes baisses durant l'été et l'automne 2025. 2 d'entre eux, Lar et Latian, ont diminué de plus de 70%. À la fin de 2025, l'ensemble des réservoirs de Téhéran était tombé à environ 10 à 12% de sa capacité, après 5 années consécutives de sécheresse. En fait, même le sol sous la ville s'effondre littéralement. L'affaissement des terres dans certaines parties de Téhéran atteint jusqu'à 30 cm par an, car tant d'eau souterraine a été extraite, que la terre s'enfonce dans les vides laissés derrière. En novembre 2025, le président Pezeshkian a averti publiquement que s'il ne pleuvait pas à Téhéran d'ici décembre, la capitale devrait rationner l'eau et qu'une sécheresse persistante pourrait finalement nécessiter l'évacuation de la ville. Puis, en janvier 2026, quelques semaines avant le début de cette guerre, l'Iran a officiellement annoncé qu'il étudiait des plans pour déplacer la capitale sur la côte du Makran, au sud, où il y a au moins de l'eau de mer à proximité à dessaler.
Le coût estimé de ce déplacement était évalué entre 77 et 100 milliards de dollars. Et cela concerne une côte sous-développée, exposée à des menaces sécuritaires, et loin d'être prête à accueillir un gouvernement national. De plus, l'Iran est en faillite, donc il y a aussi ça. Mais il y a peut-être une autre raison pour laquelle l'Iran hésiterait à attaquer les infrastructures hydrauliques. Fin 2025, un rapport du Middle East Forum a proposé un cadre pour éviter à l'Iran l'effondrement total de ses ressources en eau. Le financement visait l'Arabie Saoudite et le Conseil de coopération du Golfe, argent, exportation d'eau et expertise en dessalement du Golfe. Tout cela était là, prêt à aider un pays dont la capitale était à quelques semaines de manquer d'eau potable. Mais malheureusement, les relations entre l'Iran et les États du Golfe étaient déjà trop fracturées, et la méfiance était trop profonde pour que tout cela puisse se produire. Aujourd'hui, l'Iran est un pays qui comprend, à un niveau profondément national, ce qui se passe lorsque l'eau vient à manquer, car il le voit se produire à l'intérieur de ses propres frontières en temps réel. C'est maintenant, en pleine guerre, qu'il vise ou s'approche des infrastructures hydrauliques d'autres pays, qui dépendent encore plus de ces infrastructures que l'Iran lui-même. Voilà, c'est ça la dissuasion nucléaire de l'Iran. Selon une analyse d'Iran International, la stratégie plus large de l'Iran dans ce conflit consiste à cibler explicitement des cibles vulnérables dans les infrastructures d'eau, d'énergie et de transport, dans le but de rendre ce conflit économiquement non rentable pour l'adversaire. La première interprétation est que l'attaque contre Bahreïn était voulue. Les tirs manqués à Jabel Ali et Fujairah étaient des tests ou des ratés chanceux. La seconde interprétation est plus inquiétante. Les analystes de la paix observent peu de preuves que l'Iran vise délibérément des sites de traitement de l'eau. Les incidents de Fujairah et du Koweït semblent être dus à des débris. Avec des centaines de drones volant chaque jour dans une région où ports, centrales et usines de dessalement sont proches, il est inévitable que certaines cibles soient atteintes. Un jour au hasard, un missile égaré pourrait frapper le mauvais endroit, et soudain, tout un pays devra évacuer en urgence. Et ce qui aggrave considérablement tout cela, c'est le détroit d'Ormuz. Les États du Golfe les plus dépendants du dessalement importent aussi presque toute leur nourriture. Bahreïn, le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes unis ne produisent pas assez de nourriture pour leur population. Ils importent par les ports du Golfe, situés dans le détroit fermé. Si le détroit d'Ormuz reste fermé plusieurs semaines, des pénuries alimentaires s'ajouteront au reste. Mais selon le droit international humanitaire, en particulier l'article 54 du protocole additionnel à nos conventions de Genève, il est explicitement interdit d'attaquer tout ce dont une population civile a besoin pour survivre. Les installations d'eau potable figurent sur cette liste, nommément. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale indique que viser volontairement les infrastructures civiles d'eau peut être un crime de guerre. Il faut aussi rappeler que le régime islamique ignore totalement ces lois. On vient de le voir abattre et exécuter des milliers de ses propres citoyens dans les rues. En fait, cela se produit dans presque toutes les guerres. Nous l'avons vu en Ukraine, à Gaza, au Yémen. Bien sûr, le cadre juridique existe, les pays le reconnaissent dans leurs communiqués de presse, puis ces infrastructures sont les premières choses qu'ils frappent lorsqu'ils veulent faire pression sur l'État pour le soumettre. La dernière attaque délibérée de grande ampleur contre des infrastructures hydrauliques dans le Golfe date de 1991, lorsque les forces irakiennes en retraite du Koweït ont saboté la majeure partie de la capacité de dessalement et déversé des millions de barils de brut dans le Golfe Persique. Le but était notamment de contaminer les prises d'eau de mer des usines de dessalement dans la région. Le Koweït a ainsi été presque totalement privé d'eau douce. Des importations d'urgence ont permis la survie de la population, mais il a fallu des années pour un rétablissement complet, dans un Koweït plus petit, et à l'économie plus simple. Une perturbation similaire aujourd'hui, dans une région de dizaines de millions d'habitants, et des villes qui ne peuvent littéralement pas exister sans un traitement de l'eau fonctionnant 24 heures sur 24, constituerait une crise d'une toute autre ampleur. Le pétrole a construit le Golfe, l'eau dessalée le maintient en vie. Et en ce moment, les deux sont menacés, en même temps, dans le même conflit. Le monde a passé 50 ans à modéliser ce qui se passe lorsque le pétrole cesse de couler. Mais personne n'a de modèle pour ce qui se passe lorsque l'eau s'arrête.